tous. Je m'appelle Antoine Morel, je suis médecin néphrologue et je fais des conférences chez Khalifa et anciennement Hermès et Hippocrate depuis maintenant quasiment 7 ans. Donc aujourd'hui, on refait une masterclass de néphrologie avec bien sûr le plus important pour pouvoir avoir toutes les clés pour avoir la meilleure note à l'ECN et le meilleur classement. Donc l'organisation de la conférence, chapitres les plus importants en néphrologie pour l'IECN, avec des QCM pré-test, c'est-à-dire avant le chapitre, qui vont être suivis de rappels de cours et de points essentiels, et je vous remettrai les mêmes QCM ou des QCM différents à la fin du chapitre, pour un petit peu que vous voyez votre progression en termes de connaissances avant et après le rappel de cours. On fera une pause de 10 minutes entre 11h et 11h10 pour laquelle je couperai l'enregistrement et je le relancerai derrière parce qu'on sait aujourd'hui que le cerveau humain n'est pas fait pour fonctionner et apprendre des choses pendant 4 heures d'affilée. Ok, code couleur comme d'hab, vert pas coché 0, rouge coché 0, bleu c'est vrai, noir c'est faux. Donc on y va par un chapitre fondamental qui est élévation de la créatinine et ou insuffisance rénale aiguë, avec une première question. Quels critères sont inclus dans la formule de Cockcroft-Ego? Alors, est-ce que vous avez une idée de quels critères sont inclus dans cette formule? A, B, C, D, E, le poids, l'ethnie, le sexe, l'âge, la créatinine. Ici, vous verrez que dans la formule de Cockcroft-Ego, il y a toutes ces valeurs sauf l'ethnie. Alors qu'à la différence de certaines formules qui étudient le débit de filtration glomérulaire, comme CKD-EPI et MDRD, vous verrez que cette fois-ci, on a l'ethnie, mais par contre, ce sont des formules qui sont indépendantes du poids du sujet. Donc, quand on aborde une élévation de la créatinine en consultation, c'est-à-dire un patient qui vient vous voir avec 300 micromoles par litre de créate, c'est-à-dire une insuffisance rénale manifeste, la question c'est de savoir est-ce qu'elle est là depuis 3 jours ou est-ce qu'elle est là depuis 3 ans. Autrement dit, est-ce qu'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë ou d'une insuffisance rénale chronique? Pour ça, ça sert à rien d'aller chercher très loin, c'est pas très compliqué. Il va y avoir principalement 4 anomalies biologiques et morphologiques qui vont vous permettre de vous orienter vers une insuffisance rénale chronique. La première, c'est une anémie. Vous savez que le rein, c'est un organe qui est capable de jouer dans la maturation des globules rouges, notamment via le biais d'une synthèse d'érythropoïétine, une hormone pour le globule rouge, l'EPO. Et donc, lorsque le rein est atteint depuis plusieurs années, lorsqu'on a une insuffisance rénale chronique, on va développer une anémie normochrome normocytaire arrégénérative qui n'est jamais macrocytaire, en lien avec une carence en EPO. Le deuxième point, c'est une hypocalcémie. Le rein intervient dans le maintien d'une calcémie normale par le biais d'une synthèse constante par son parenchyme de 1-alpha-hydroxylase rénale, qui va permettre de convertir la 25-OH vitamine D en 1,25-OH vitamine D, qui s'appelle le calcitriol, et qui va permettre la réabsorption de calcium et de phosphore au niveau du tube digestif, entre autres. Donc lorsqu'on a une insuffisance rénale chronique et que le parenchyme rénal est atrophié, fibreux, on va avoir une hypocalcémie par défaut de synthèse d'un alpha-hydroxylase avec la 25-OH vitamine D qui sera plus capable d'être convertie en 1,25-OH. C'est un 25-OH qui est l'hormone active et manquante, et donc le calcium ne se réabsorbe pas au niveau du tube digestif, et ça va au tout début augmenter la parathormone qui, elle, va aller grignoter du calcium en grignotant, enfin va libérer du calcium en grignotant l'os et donc maintenir pendant longtemps une calcémie normale, mais à un moment on va avoir un point de rupture et alors que la PTH va augmenter, elle ne sera plus suffisante pour libérer massivement du calcium au niveau des os et tout ça, ça va tendre à l'hypocalcémie. Le troisième point, c'est une atrophie rénale bilatérale. Vous savez que normalement, les reins sont des organes qui font entre 10 et 12 cm.
on va dire 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et environ 3 cm, 3-4 cm d'épaisseur. Donc ça c'est des reins normaux. Lorsque vous avez une insuffisance rénale chronique, sauf quelques rares exceptions, vous allez voir de l'atrophie rénale bilatérale avec des reins qui seront scléreux, fibreux, qui feront moins de 10 cm. Et en échographie, vous verrez notamment la présence d'une dédifférenciation corticomédulaire, c'est-à-dire on ne voit plus bien la différence échographique entre le cortex et la médulaire qui sont d'habitude de deux couleurs différentes en écho. Un est noir, l'autre est blanc. Donc c'est un très bon marqueur de l'atteinte rénale chronique. Et enfin, le dernier élément qui va vous faire dire que le patient a une insuffisance rénale chronique, c'est tout simplement s'il vous ramène une ancienne feuille de biologie d'il y a 10 ans, où il y a 10 ans, il avait déjà 300 micromoles. Ça, c'est le meilleur argument. Le problème, c'est que les patients ne viennent pas toujours vous voir avec leur biologie en consultation. Donc si à l'ECN, vous avez une question qui est parmi ces éléments, lesquels sont évocateurs d'une insuffisance rénale chronique, il y a 4 choses à cocher et pas une chose de plus. L'anémie normocytaire à régénérative, l'hypocalcémie avec PTH augmenté, l'atrophie rénale bilatérale et la dédifférenciation corticomédulaire qui se voit en échographie, et une créatinine antérieure déjà élevée. Tout le reste, l'hyperuricémie, l'hyperphosphorémie, l'hyperkaliémie, la protéinurie, l'hématurie, j'en passe, ne sont pas à cocher car elles ne permettent pas de faire la différence entre une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique. Lorsqu'on vous parle d'échographie rénale dans un dossier de néphro, l'examen que vous faites en première intention devant toute insuffisance rénale aiguë, c'est l'écho rénal. Et c'est pas l'écho Doppler des artères rénales, qui sont deux examens complètement différents. L'écho rénal, vous allez regarder la morphologie des reins. En urgence, elle va vous permettre de dire est-ce qu'ils sont dilatés ou pas, est-ce qu'il y a une dilatation des cavités pilocalicielles, est-ce qu'il y a une dédifférenciation corticomédulaire qui est en faveur d'une IRC, et est-ce que les reins sont inférieurs à 10 cm, auquel cas c'est en faveur d'une IRC, sauf 5 exceptions. À la différence du Doppler des artères rénales, qui ne peut pas se faire en urgence, qui est un examen programmé, parce qu'il faut être à jeun, etc., pour bien voir les artères, et ne pas être gêné par le tube digestif, surtout si on a mangé, et dont la seule indication à l'heure actuelle, c'est la thrombose de l'artère rénale ou la sténose de l'artère rénale. Ok ? Donc, en première intention, on fait une échographie rénale et pas une échographie Doppler des artères rénales. Une fois qu'on a une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'anémie, qu'on n'a pas l'hypocalcémie, qu'on a des beaux reins, et qu'on a une biologie où on avait 70 de créate il y a 3 semaines et qu'aujourd'hui on a 500, vous vous rappelez que la première question c'est de savoir si c'est obstructif, donc vous faites l'échographie. La deuxième question c'est de savoir si c'est fonctionnel, vous faites le ionogramme urinaire et vous recherchez des arguments en faveur d'une déshydratation. Et enfin, une fois que vous avez ni une part obstructive ni une part fonctionnelle, vous partez du principe que c'est le parenchyme rénal qui est malade. Et là, dans ce cas, pour vous orienter devant une IRA organique, une IRA parenchymateuse, les 3 structures du rein qui peuvent être touchées de prime abord, c'est le vaisseau, le glomérule ou le tubule. Pour savoir lequel est coupable, un peu comme au Cluedo, vous allez vous aider de 5 points, de la présence d'une hypertension artérielle, de signes cliniques comme des œdèmes, de la présence d'une protéinurie, de la présence d'une hématurie et de la présence d'une leucocyturie. Dans la néphropathie vasculaire, très souvent, on a une insuffisance rénale aiguë avec une hypertension artérielle isolée, et c'est tout. Éventuellement un petit peu d'hématurie microscopique, mais à l'ECN, vous n'aurez pas de protéinurie, vous n'aurez pas d'œdème, vous n'aurez pas de leucocyturie. Si vous avez un dossier de néphropathie tubulo-interstitielle aiguë, c'est la case de droite, vous n'aurez souvent pas d'hypertension artérielle et pas d'œdème. Vous pourrez avoir une protéinurie, mais on le reverra, c'est une protéinurie de faible débit, moins de 1, moins de 2 grammes par 24 heures. Et surtout, lorsque vous regardez de quoi est composée cette protéinurie, elle ne sera pas composée d'albumine. Elle sera composée de protéines de faible poids moléculaire. Vous pouvez avoir une hématurie microscopique, mais surtout, vous avez la présence d'une leucocyturie qui vous oriente le diagnostic et bien sûr le contexte. Ok, donc la néphropathie vasculaire, c'est plutôt de l'HTA isolé avec un peu d'hématurie. La néphropathie tubulo-interstitielle, c'est plutôt une insuffisance rénale avec une leucocyturie isolée, plus ou moins une toute petite hématurie. Et ce qui va faire la différence avec la néphropathie glomérulaire, c'est que la protéinurie, elle est de faible abondance,
et surtout qu'elle est composée de moins de 60% d'albumine. La néphropathie glomérulaire, elle peut se présenter par différents syndromes glomérulaires qu'on va revoir après. Le plus important pour s'orienter vers une néphropathie glomérulaire, c'est la présence d'une protéinurie, ça c'est fondamental. Et cette protéinurie, au-delà d'être très souvent de fort débit, mais pas toujours, elle est composée de plus de 60% d'albumine. Ok ? Et ce qui bien sûr vous aidera, ce sera de vous aider du contexte, aussi bien dans la vraie vie qu'à l'ECN. Un dossier d'hypertension artérielle maligne, ce sera une néphropathie vasculaire, ou un dossier de sclérodermie, ça pourrait être une crise aiguë sclérodermique, qui est une néphropathie vasculaire. Un dossier de purpura chez une femme de 80 ans qui a des croûtes dans le nez, ce sera probablement un dossier de néphropathie glomérulaire sur une vascularité en cas, et un dossier d'une femme jeune de 30 ans qui tousse, qui vient des Antilles et qui a des adénopathies médiastinales et hilaires dans les poumons, avec une leucocyturie isolée et 200 de créate, ce sera possiblement une sarcoïdose, et donc une néphropathie tubulo-interstitielle sarcoïdosique. Ok ? Donc, qui dit élévation de la créatinine dit baisse du DFG, l'un va dans le sens inverse de l'autre. C'est pas une relation qui est linéaire, c'est plutôt une relation qui est curviligne. Mais pour estimer la clairance de la créatinine, on utilisait antérieurement la formule de Cockcroft-Ego. Bon, on l'utilise plus du tout, même pour calculer les médicaments maintenant. On l'utilise plus, c'est quelque chose qui est quasiment désuet. C'est une formule qui inclut une constante, qui diffère selon qu'on soit un homme ou une femme, et qui inclut des valeurs telles que l'âge, le poids et la créatinine, mais pas l'ethnie. Elle estime la clairance de la créate et pas le débit de filtration glomérulaire, qui sont des choses un petit peu différentes, même si les valeurs se ressemblent beaucoup. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est un piège qui était tombé à l'IECN Blanc en 2016. Elle est plus recommandée pour définir et pour classer les maladies rénales chroniques, et actuellement elle est plus recommandée pour adapter la posologie des médicaments, mais ça peut encore traîner dans certains dossiers. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ce chapitre ? Ok, donc pas de questions, On continue avec le deuxième chapitre, qui est lui aussi très important. Donc, le chapitre insuffisance rénale aiguë, ce qui va vraiment tomber à l'ECN et ce qui tombe souvent, c'est plus tant des questions sur le DFG, c'est surtout des questions sur comment on fait la différence entre insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique, avec ces 4 points qui sont fondamentaux: l'anémie normocytaire, arrêt générative, l'hypocalcémie et des reins de petite taille et une créate déjà élevée. Ça, c'est vraiment fondamental pour gagner des points, ne pas se tromper sur cette question-là. C'est la première question de tout dossier de néphrologie qui se respecte. Maintenant, on aborde l'insuffisance rénale chronique avec une première question. Quelle est la principale cause d'insuffisance rénale chronique terminale en France en 2024, à votre avis? Le diabète? Eh bien, figurez-vous que non. Je sais que ça peut vous paraître frustrant, mais la première cause, c'est la néphropathie vasculaire et la néphrangiosclérose. Alors je vous rassure, j'ai fait exprès de poser cette question parce que je sais très bien que vous répondez toujours le diabète, parce que quand vous faites le chapitre néphropathie diabétique, c'est écrit à la première ligne de votre QN que c'est la principale cause de mise en dialyse. Sauf que le problème, c'est que le PU qui a fait ce chapitre-là n'est pas le même PU qui a fait le chapitre sur l'épidémiologie de l'insuffisance rénale chronique, où ici vous voyez un tableau très clair avec les principales causes d'IRT, qui sont les néphropathies vasculaires et hypertensives pour 25% et les néphropathies diabétiques pour 22%, essentiellement le diabète de type 2. On sait que l'hypertension actuelle, elle est beaucoup plus prévalente que le diabète, en France ça c'est sûr, et dans le monde aussi. Et on sait qu'en plus, parmi les gens diabétiques, tout le monde ne développe pas de néphropathie diabétique. Donc la principale cause de mise en dialyse, c'est la néphropathie vasculaire et hypertensive pour 25%. Et ensuite, vous l'avez bien dit dans le chat, la première cause génétique, c'est